Donc moi, ce dont je voulais témoigner, c'était d'un parcours assez ordinaire de prise de conscience écologique. Alors un parcours qui a son versant spirituel et son versant, disons, plus intellectuel et de plus en plus politique. Alors, je vais essayer de retracer ça de manière un petit peu chronologique. Euh, je dirais que bon, j'ai déjà eu la chance de grandir dans une famille qui m'a permis d'être toujours proche de la nature. Voilà, j'ai grandi à la campagne, entouré d'arbres et d'animaux, donc c'est évident que ça m'a sans doute euh, préparé à cette conscience de la fragilité de la création. Je pense que dans mon parcours, le scoutisme m'a beaucoup apporté. Non seulement parce que le scoutisme consiste à... Alors en tout cas, moi j'étais chez les SUF, et donc c'est vrai que toutes nos activités étaient non seulement en plein air, mais dans les bois, dans les champs et dans les bois. Donc là aussi, ça prédispose. Et puis, l'un des articles de la loi scout indique clairement, enfin plusieurs, mais l'un particulièrement indique clairement une exigence écologique dans une perspective chrétienne. C'est l'article 4, je crois, de la loi scout. Donc le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Voilà, donc première notion, l'amour. Euh, L'amour envers toutes les créatures. Bien sûr, en l'occurrence, dans cette loi scout, on commence par le prochain. Hein, le scout est l'ami de tous, le frère de tout autre scout, bien sûr, mais immédiatement après cet amour premier que nous devons à Dieu et à nos frères, il y a une extension indiquée très clairement donc par cette loi scout de l'amour des plantes et des animaux, et en lien avec évidemment le Créateur. Donc le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Voilà, alors évidemment, j'ai intégré ça petit à petit et de manière largement inconsciente, mais quand je relis mon parcours, je pense que ça a été déterminant. Donc cette expérience très concrète, familiale et liée notamment au scoutisme de la vie dans les bois, et puis cette formulation aussi, cette exigence du soin de la création, de l'amour et évidemment de la contemplation. C'est vrai que j'ai, parmi les moments de ma vie où j'ai sans doute éprouvé la plus grande exaltation intérieure, euh, à la fois la plus grande joie et aussi la plus grande ferveur, ça a été des moments de marche dans la nature, alors une nature relativement sauvage, où là vraiment j'ai senti une sorte de dilatation du cœur. Euh, alors pour le coup j'étais souvent seul dans ces moments-là, mais seul en tout cas en tant qu'humain, dans des paysages un peu déserts. Je pense notamment au plateau d'Holobrac lorsque j'ai marché sur les chemins de Saint-Jacques, mais en même temps pas du tout seul, puisque je me sentais précisément en union avec la création et le créateur. Donc c'est vrai que spirituellement, éducativement, j'ai été un petit peu préparé à cette conscience écologique, voilà, dans mes jeunes années. Euh, et puis, et même s'il n'y a pas, comme Inès, points, de moments de bascule liés à une expérience d'études ou très concrète, euh, il se trouve que par des lectures, je suis venu petit à petit à, à une écologie plus politique, mais je vais essayer de clarifier tout de suite ce que j'entends par là. Euh, et l'un de mes chemins intellectuels, ça a été la critique de ce que le pape François appelle le paradigme technocratique, et de ce qui a été d'abord pour moi voilà, le technicisme ou le machinisme, enfin critique du machinisme, donc de la puissance industrielle exponentielle que l'homme se permet d'avoir sur la nature. Alors il y a une littérature très riche, euh,
autour de cette critique de la technique, du système technicien, une littérature philosophique, évidemment on pense à Ellul, à Ivan Illich, etc., des auteurs comme ça que j'ai découvert petit à petit, mais d'abord moi je suis venu plutôt par la littérature, c'est ma formation, et par un auteur qui s'appelle Georges Bernanos, que voilà, certains connaissent. Alors évidemment, pour ce sujet, on pense à un titre les plus célèbres, La France contre les robots, mais en fait, voilà, dans toute son œuvre, il y a une attention particulière aux mouvements de l'âme qui sont comme étouffés par la puissance des machines. Et puissance des machines qui exerce qui exerce en même temps une fascination. Et on voit que, voilà, pour faire très court, un personnage comme le curé d'Ambricourt dans le journal d'un curé de campagne est lui aussi finalement subjugué par la puissance de la technique, notamment par une magnifique sur laquelle il embarque. Et donc, on voit bien que même chez des êtres très spirituels, il y a cette tentation de se livrer à la frénésie, à la toute-puissance de la technique. Tentation à laquelle il faut résister. Et voilà, que ce soit donc dans les œuvres romanesques ou dans les œuvres plus politiques de Bernanos, il y a cette tension entre qualité spirituelle et la logique de la quantité, du toujours plus. Donc pour moi, ça a été vraiment un moment d'éveil intellectuel et qui m'a amené petit à petit, donc par la critique de la technique, qui menace l'équilibre humain et puis évidemment les équilibres naturels, qui m'a mené à l'écologie. Voilà, alors je pense aussi que dans mon parcours qui m'a mené petit à petit à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie intégrale, en tout cas telle que l'a définie le pape François et telle qu'on essaye de la déployer dans les mythes, c'est vrai que c'est beaucoup d'enjeux, pour le coup, liés à l'écologie humaine. Voilà, les questions du début de la vie, fin de la vie. Donc tous les enjeux bioéthiques sur lesquels je me suis d'abord mobilisé d'un point de vue plus politique, plus social. Et en fait, ces deux engagements, ces deux soucis, donc l'un, préservation des écosystèmes, souci de la nature, de ses équilibres, conscience de sa fragilité, et l'autre, souci vraiment de l'humain, de la fragilité humaine, de la vulnérabilité humaine, du début à la fin de la vie, se sont liés petit à petit pour moi, dans mon esprit, voilà, au moment des veilleurs, donc en lien avec toutes les questions autour du mariage et de la filiation. Donc voilà, dans cet épisode de mobilisation qui, pour moi, m'a permis d'avancer dans ma réflexion et de me dire, bah oui, il y a une même démesure, une même volonté de toute puissance, d'emprise technique quand il s'agit de manipuler la procréation, la vie humaine ou les semences, les écosystèmes, etc. Donc petit à petit, effectivement, j'ai mieux pris conscience de cette solidarité du vivant et donc non pas penser d'un côté à la misère sociale, de l'autre aux rebuts humains que peuvent être par exemple les embryons ou les personnes en fin de vie, et de l'autre enfin les écosystèmes, mais essayer de penser ça de manière globale avec l'idée que donc dans tous les cas, il y a une sorte de refus des limites. Alors là, rien de nouveau, hein, c'est ce que les Grecs appelaient déjà l'hubris il y a quelques millénaires. Donc cette incapacité à assumer les limites de la condition humaine, mais cette volonté de se faire l'égal, le rival des dieux, évidemment, chose qu'on trouve aussi dans la Genèse, de Babel, etc. Voilà, donc
Pour moi, le cheminement a été un petit peu celui-ci. J'ai pas du tout grandi dans une famille en soi écolo, même si, comme dans beaucoup de familles, en l'occurrence nombreuses, ben, on faisait de l'écologie comme Monsieur Prudhomme faisait de la prose sans le savoir, c'est-à-dire que effectivement, une famille nombreuse sans trop de moyens, beaucoup de partage, etc. Mais disons que voilà, l'écologie n'était pas une évidence pour moi, mais elle est devenue de plus en plus explicite et de plus en plus importante au fur et à mesure de voilà, de ces expériences. Et quand j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse, Marianne, il se trouve que elle, qui venait d'un univers culturel très différent du mien, euh, qui venait de rencontrer Jésus, eh bien, on a partagé assez vite. En fait, ce qui nous a rapprochés aussi, c'était justement cette exigence, ce souci écologique. Il se trouve que on lisait tous les deux à la même époque, et ça a été une surprise. Voilà, un journal écologique radical qui s'appelle La Décroissance, qui est un mensuel lyonnais. Et voilà, et donc on a découvert qu'on avait cette préoccupation commune et cette exigence de chercher des alternatives au système de production et de consommation maximale dans laquelle nous sommes. Dans lequel nous sommes. Et donc, avec Marianne, bon, rapidement, nous nous sommes donc mariés, puis nous avons eu des enfants, et dès le début de notre vie commune, nous avons cherché à prendre des bonnes habitudes, alors de plus en plus radicales, pour notre quotidien, tout simplement, avec l'idée que voilà, il faut commencer. C'est plus facile de prendre des habitudes dès le début plutôt que d'essayer de remettre en cause des mauvaises habitudes. Donc voilà, hein, parmi ces bonnes habitudes, essayer de limiter tant que faire se peut nos déchets, donc aller vers un mode de vie zéro déchet, évidemment consommer bio et local au maximum, de saison, euh, limiter nos déplacements. Voilà, donc moi j'ai pris la décision par exemple de ne plus prendre l'avion il y a déjà quelques années. Ça ne me manque pas du tout. Voilà, donc est venue aussi dans ces années-là la création de Limites. Le premier numéro paraît en 2015, donc on essaye de théoriser un peu plus l'écologie intégrale. Donc il se trouve qu'on a vu la fondation de la revue avant la publication de l'encyclique, mais nous avons reçu Laudato Si comme un formidable encouragement. Voilà, donc on essaye de faire vivre cette revue, d'inciter les gens à entrer dans une démarche de conversion écologique en leur donnant à la fois des outils intellectuels, donc garder une exigence voilà, philosophique, mais aussi en étant de plus en plus une ressource pratique, des conseils. Voilà, et donc nous habitions lors de nos premières années de mariage dans une petite ville au nord de Chartres, au nord de l'Eure-et-Loire, Dreux. Nous étions très heureux, nous avions déjà la chance d'avoir une maison avec jardin, donc c'était très agréable pour une vie de famille. Et en même temps, nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait des relations de voisinage vraiment quotidiennes. Alors, on avait essayé d'en créer un petit peu, mais il se trouve que voilà, le mode de vie urbain faisait que même avec des gens qui habitaient à quelques centaines de mètres de nous, les relations étaient assez distendues, assez éclatées, et ça nous manquait. Voilà, donc on aspirait à une forme de vie plus collective, plus communautaire sans forcément intégrer une communauté. Voilà. Et donc, on restait attentif à ce qui existait, à ce qui se lançait. On avait même pensé fonder nous-mêmes une sorte d'habitat, de lieu de vie collectif. Voilà, ça n'avait pas été possible parce qu'il faut des conditions assez difficiles à réunir pour lancer ça. Et puis, il se trouve qu'un couple ami s'était installé donc dès l'hiver 2016, dans un petit village du nord de la Loire, du département de la Loire,
village qui s'est formé autour d'une abbaye cistercienne, qui était l'abbaye Notre-Dame de la Bénédiction de Dieu, et le village a gardé le nom de La Bénisson-Dieu. Et donc, lors d'une visite vraiment amicale, sans arrière-pensée, à ses amis, nous avons découvert ce qu'ils essayaient d'y vivre dans ce village, au sein de cette commune, qui est une commune de 400 habitants, assez ordinaire, même si elle est construite autour de l'abbatiale. Eh bien, évidemment, voilà, nous avons eu une sorte d'évidence que toutes nos aspirations à une vie, à une radicalisation écologique, c'est-à-dire à vouloir avancer, aller toujours plus à la racine de nos choix de vie, une vie plus fraternelle, une vie de prière, à la campagne pour nos enfants. Toutes ces conditions, toutes ces aspirations se trouvaient réunies là. Et il se trouve qu'on se rapprochait de Lyon aussi, ce qui était un objectif pour se rapprocher de mes beaux-parents sans s'éloigner de mes parents. Bref, tout nous amenait petit à petit à la Bénisson-Dieu. Et donc voilà, pendant une année, on a préparé. Donc, pour dire en quelques mots, je ne sais pas combien de temps j'y suis. Il faut bientôt terminer, Gauthier. On va bientôt terminer le témoignage. Je conclus sur la Bénisson-Dieu. Donc, c'est voilà, un collectif, alors une association de plusieurs familles avec quelques célibataires qui, pour l'instant, sont seulement de passage, qui habitent, ont choisi de s'installer côte à côte dans un village. Donc, on a d'autres voisins. Et l'idée, c'est de partager beaucoup de moments. Chaque famille reste indépendante financièrement, chaque famille a son logement. Mais l'idée, c'est de partager ensemble régulièrement des temps de prière, des temps de travail, des temps conviviaux. Et alors, à la fois, on porte un certain nombre de projets ambitieux comme une école avec une pédagogie justement fondée sur l'écologie intégrale. Puis d'autres projets d'agroécologie, etc. Mais l'essentiel, en fait, ce sont nos relations d'entraide au quotidien, entre nous et puis avec nos autres voisins, les gens du village, auprès desquels on a vraiment à cœur de vivre. Donc en fait, on essaie simplement de susciter ce qui a existé pendant des millénaires, à savoir une forme de solidarité villageoise la plus intense possible, de remettre l'église aussi au centre du village. Pour nous, c'est important. Alors évidemment, en temps de confinement, c'est un peu plus délicat puisque nous essayons de respecter scrupuleusement les règles communes. Mais voilà, nous aspirons à vivre une forme de communion spirituelle qui soit très incarnée, puisque un de nos soucis, c'est justement je pense, la séparation entre le spirituel et le temporel, le charnel, et l'écologie, pour conclure, est justement une exigence de réconciliation de cette aspiration au respect de la création dans sa dimension spirituelle, par la prière, par la contemplation de l'œuvre de Dieu, mais aussi une concrétisation nécessaire, un enracinement par nos modes de vie, par nos choix de vie, parce que nous ne préserverons pas l'œuvre de Dieu uniquement par de pieuses prières, mais aussi par les choix de vie que nous mettons en pratique. Et c'est plus facile de les mettre en pratique collectivement que isolément.